Les partis politiques jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et la mobilisation des citoyens, notamment en période électorale. Parmi eux, le PDCI-RDA se distingue par une histoire riche que chaque militant se doit de connaître. Fondé en 1946, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, est le plus ancien parti politique d'Afrique subsaharienne après l'African National Congress ANC de Nelson Mandela. Initié par Félix Houphouët-Boigny, il succède au syndicat agricole africain avec pour objectif d'émanciper le peuple noir. D'inspiration libérale et de centre-droit, le PDCI-RDA est devenu le parti unique de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à l'ouverture démocratique en 1990. Au fil des décennies, le PDCI-RDA incarne une tradition politique forte, alliant nationalisme ivoirien et promotion du développement dans un esprit de paix et d'unité. Son parcours riche en événements marquants le positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de la scène politique, ayant intégré le RHDP depuis 2011. Rejoignez-nous pour découvrir les moments clés et les figures emblématiques du PDCI-RDA et explorer son impact sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devint colonie française le 10 mars 1893 jusqu'au 7 août 1960, subissant un régime colonial sévère qui en fit des sujets français privés des libertés fondamentales, pas de liberté d'association, d'expression, de suffrage universel ou de citoyenneté. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les Africains, en participant à la libération de la France, commencèrent à revendiquer liberté et dignité. La conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944, présidée par le général de Gaulle, proposa des réformes comme l'élection de députés aux assemblées françaises et la création des syndicats professionnels. La Constitution du 27 octobre 1946, établissant la 4e République, reconnut la citoyenneté aux indigènes et leur permis de créer des syndicats, des partis politiques et d'élire des représentants. Le syndicat agricole africain, SA, fondé le 2 juillet 1944 avec le soutien du gouverneur André Latry, devint la base du PDCI. Ses fondateurs incluent Félix Houphouët-Boigny et d'autres leaders. Le syndicat visait à défendre les intérêts des planteurs confrontés à des inégalités flagrantes dans les prix du cacao et des primes pour le café. Entre 1944 et 1947, Félix Houphouët-Boigny utilisa les syndicats pour lutter contre le colonialisme en Côte d'Ivoire, devenant député en 1945. Les élections de 1945 révélèrent la nécessité d'un parti politique conduisant à la création du PDCI, un front anticolonialiste, en avril 1946. Le PDCI, sous la direction de Houphouët-Boigny, se structura et joua un rôle essentiel au sein du Rassemblement démocratique africain, RDA, fondé en 1946 pour unifier la lutte anticoloniale. Le PDCI-RDA, qui a remporté des élections malgré les fraudes militantes contre le travail forcé, la loi contre ce dernier étant adoptée en avril 1946. Les syndicats, comme le SAA, défendirent les droits des citoyens face à la répression coloniale, illustrée par les événements de Treichville en 1949. Pour éviter des violences, le RDA se distança des communistes et chercha à négocier avec le pouvoir colonial tout en poursuivant la lutte pour l'indépendance. En 1959, un congrès rénova le PDCI-RDA, intégrant les jeunes, mais des tensions internes conduisirent à des purges entre 1963 et 1964. Houphouët-Boigny affirma son autorité et avec l'indépendance, les Ivoiriens prirent en main leur destin. Le PDCI-RDA a réellement exercé le pouvoir en Côte d'Ivoire à partir de 1959, après avoir formé en 1957 le premier gouvernement sous la loi Quadro, bien que le gouverneur français en soit le chef. En 1959, la Côte d'Ivoire adopte sa première constitution et Félix Houphouët-Boigny devient Premier ministre, menant le pays à l'indépendance le 7 août 1960. Une fois indépendant, le pays adopte une nouvelle constitution établissant un régime présidentiel. Félix Houphouët-Boigny est élu président et est réélu jusqu'à sa mort en 1993. Henri Konan Bédié lui succède, mais son mandat est interrompu par un coup d'État en 1999, mettant fin à la Première République. Les 40 ans du PDCI-RDA sont souvent qualifiés de 40 glorieuses, marquées par la prospérité et le respect international. Le PDCI-RDA a construit un État-nation avec des institutions solides, favorisant la stabilité politique malgré des tentatives de déstabilisation. Le multipartisme a été rétabli en 1990 et la Côte d'Ivoire n'a pas été sérieusement critiquée pour des violations des droits humains.
Le parti a adopté un libéralisme économique favorisant une croissance de 7% par an, connu sous le terme de miracle ivoirien, et a investi dans les infrastructures et l'éducation, augmentant le taux de scolarisation de 8% en 1958 à 74% en 1999. Le PDCI-RDA a aussi développé une politique extérieure visant à préserver les intérêts ivoiriens et à renforcer son rôle en Afrique de l'Ouest. Les périodes de croissance ont permis de maintenir une relative paix interne. La vie du parti est restée apaisée grâce à la prospérité économique. Les congrès successifs ont contribué à adapter le parti aux défis politiques, notamment la question de la succession de Houphouët-Boigny. Le retour au multipartisme en 1990 a nécessité des réformes et le parti a su s'adapter pour éviter des conflits violents. Cependant, des tensions internes sont apparues, culminant avec la scission qui a donné naissance au Rassemblement des Républicains, RDR, après l'élection de Bédié en 1994. Malgré des innovations et des réussites, le parti continue de faire face à des querelles internes, ce qui entrave sa cohésion en tant que force d'opposition. Le PDCI-RDA est dans l'opposition depuis 2000, non à cause d'une défaite électorale, mais suite à un coup d'État du 24 décembre 1999. Malgré cela, il a remporté les élections législatives de 2000, ainsi que les municipales et départementales en 2001 et 2002, prouvant la légitimité de sa base électorale. Le PDCI-RDA a mené une opposition constructive pendant 10 ans, en contraste avec la subversion de la gauche ivoirienne. Malgré les élections controversées de 2000, il a respecté les résultats et évité les manifestations. Contrairement au RDR, le parti a participé à un gouvernement d'ouverture sans obtenir de ministère proportionnel à son poids politique. Henri Konan Bédié a joué un rôle clé lors des négociations de l'INAS Marcoussis pour préserver les institutions ivoiriennes. Le PDCI a été accusé à tort d'être complice des rebelles de 2002. Cependant, il reste un parti démocratique et nationaliste, signant plusieurs accords pour mettre fin à la crise, dont une plateforme politique en mai 2005 avec des partis oufouettistes. Pour retrouver son unité, le PDCI doit surmonter les divisions internes et les opportunismes. Le congrès extraordinaire de 2001 a renforcé la mobilisation, permettant de maintenir Bédié à la présidence et d'éviter une implosion. L'élection de tous les postes au sein du parti a marqué une rupture avec le passé, favorisant une meilleure démocratie interne. La victoire d'Alassane Ouattara, candidat du RHDP, lors de l'élection présidentielle d'octobre-novembre 2010 a permis au PDCI-RDA de redevenir un parti de gouvernement, malgré sa première perte historique à une élection présidentielle. Il a également perdu les élections législatives de 2011 et les régionales de 2013, en partie à cause de l'indiscipline de certains militants, mais a réussi à intégrer un gouvernement oufouettiste basé sur un programme commun. Le 12e congrès d'octobre 2013 a réélu Henri Konan Bédié, marquant un renouveau pour le parti. L'appel de Daoukouro en septembre 2014 a introduit une nouvelle dynamique politique, aboutissant à la candidature unique de Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015, qu'il a remportée au premier tour. Dans le gouvernement formé en janvier 2016, le PDCI-RDA a 13 représentants, y compris le Premier ministre participant au programme gouvernemental pour l'émergence. Le PDCI entre finalement dans l'opposition et quitte le RHDP en 2018. En réponse, le pouvoir fait sanctionner des cadres du parti. Un vice-président du PDCI, Jacques Mangwa, est arrêté en septembre 2019 et condamné en octobre à 5 ans de prison au terme d'un procès expéditif pour détention de munitions d'armes de guerre sans autorisation administrative. Mangwa obtient une libération conditionnelle en mars 2020. Cette libération conditionnelle décidée par le président Ouattara est obtenue après l'intervention de la reine des Baoulés auprès du président. Cette volonté du président Ouattara est perçue comme une tentative de resserrer ses liens avec le PDCI. À partir de 2019, en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020, le PDCI se rapproche du FPI, signant un accord cadre en avril 2020 et appelant leurs militants à collaborer en juin. Cependant, chacun prévoit de présenter son propre candidat. Face à la décision du président Ouattara de se représenter, l'opposition choisit de boycotter l'élection, contestée par la suite avec des opposants emprisonnés. En juin 2022, lors de l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, le PDCI soutient Adama Bictogo du RHDP qui est élu avec 237 voix. Ce soutien est présenté comme une étape vers la réconciliation. Cependant, ce rapprochement avec le FPI est éphémère, car lors des élections municipales et régionales de 2023, le FPI s'allie avec le RHDP, tandis que le PDCI collabore avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Les résultats du PDCI sont décevants.
La question actuelle porte sur la transformation de cette alliance en un parti unifié, soulevant des interrogations sur le leadership, la dénomination et l'alternance. Ces questions doivent être résolues en tenant compte des aspirations des militants et de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire pour construire un avenir réconcilié et autonome. Pour moi, j'ai deux obsessions. La première, c'est de stopper la montée de la violence. Et la deuxième, ensuite, c'est de préparer l'avenir. Oui, à la veille de son départ, hier, Tidjane Thiam a effectivement présenté des résultats records avec un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 21 milliards d'euros, un bénéfice net en hausse de 69% à plus de 3 milliards d'euros. Tidjane Thiam D'Abidjan à Rabat, de l'école polytechnique de Paris à ex-ministre ivoirien, banquier de renommée, dirigeant d'entreprise, le prince Baoulé, Tidjane Thiam a de quoi subjuguer l'Afrique et le monde extérieur. Le jour de la remise du baccalauréat au lycée classique d'Abidjan, il éclate en sanglots. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais de rage, parce qu'il n'a obtenu qu'une mention bien au lieu de la mention très bien qu'il visait. Un 9 sur 10 en histoire géo a fait chuter sa moyenne, sans cela excellente. Le professeur avait jugé la copie trop bonne pour être honnête. Son père, qui venait d'être nommé pour la seconde fois ministre de l'information du président francophile Félix Houphouët-Boigny, n'a pas voulu intervenir pour corriger l'injustice, de peur que l'on ne parle de pression politique. C'était en juillet 1980. Tidjane Thiam, l'Ivoirien aux racines sénégalaises, est courtisé par les grands de ce monde. Invité chez l'ex-président Barack Obama, à plusieurs reprises, il devient l'ami de David Cameron et George Osborne. Il côtoie des chefs d'État asiatiques, y compris le premier ministre chinois. Sur 54 chefs d'État africains, il doit en connaître 40. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire d'un homme, une histoire empreinte de succès, mais également de tribulation. Voici à présent l'histoire de Tidjane Thiam. Dernier de 7 enfants, Tidjane Thiam a toujours voulu être le meilleur. Né en Côte d'Ivoire, il est issu de 2 familles africaines influentes du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. C'était en 1962. Sa mère, Marietou, issue d'une noble ligne de Yamoussoukro, était la nièce de Félix Houphouët-Boigny, ancien et premier président de la Côte d'Ivoire. La mère de Tidjane Thiam n'avait pourtant appris à lire qu'une fois adulte, lorsque les plus grands de ses fils étaient entrés en collège. Le grand-père, Papa Sow, avait refusé de l'envoyer à l'école des Blancs. Elle a été une qui a beaucoup influencé Tidjane Thiam. Son père, Amadou Thiam, est un immigré ivoirien. Né en 1923 à Dagana, sur les rives du fleuve Sénégal, 2000 km au nord-ouest d'Abidjan, Amadou Thiam avait été inscrit d'autorité à l'école républicaine malgré les réticences de son père. Et compte tenu de l'excellence de ses résultats, Amadou avait pu partir en France métropolitaine, d'où il était revenu diplômé de l'Institut international du journalisme de Strasbourg. À 36 ans, il devient directeur de la radio Côte d'Ivoire, dans sa patrie d'adoption avant d'être nommé ministre de l'Information en février 1963. En ce moment, Tidjane Thiam a 7 mois et la vie s'ouvre à lui. Seulement voilà, en août 1963, après quelques mois au ministère, son père est arrêté avec une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir fomenté un complot contre le président. Finalement mis hors de cause, Amadou Thiam est nommé ambassadeur au Maroc en 1966. Tidjane Thiam a commencé l'école beaucoup plus tard que ses frères et sœurs. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants. Nous formons, dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamousso, la petite Yamousso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Des jeunes gens intelligents qui ne demandent
comme la terre vierge chez nous, même la terre du Sahara. Il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez reverdir. Entre 4 et 15 ans, Tidjane Thiam passe donc l'essentiel de son enfance à Rabat, jusqu'à son départ en 1977 à l'âge de 15 ans. Après avoir fait une partie de ses études au lycée classique d'Abidjan, Tidjane part en 1980 en classe préparatoire au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles en France. En 1982, Tidjane Thiam est le premier Ivoirien à réussir le concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris. Tidjane, tu étais admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'école des mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école Polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure. Tidjane Thiam a été choisi pour être devant le défilé du 14 juillet pour la fête d'indépendance de la France. Un choix non fortuit, car selon un des professeurs de l'Institut Polytechnique de Paris, Tidjane Thiam était un étudiant remarquable, plein de dignité et d'humilité. Élu 2 ans plus tôt, le président François Mitterrand est toujours en état de grâce et 1 mois et demi avant le défilé, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor a été le premier Africain admis à l'Académie française. 2 ans plus tard, en 1984, Tidjane Thiam sort diplômé de l'école Polytechnique. Après Polytechnique, il entre à l'école des mines dont il sortira major de sa promotion en 1986. Seulement, malgré un excellent stage en entreprise chez Air Liquide, le géant français du gaz industriel, où il avait fait un travail remarqué sur le calcul d'échange de salaires multiplaquants, Tidjane Thiam n'avait reçu presque aucun entretien d'embauche. La France tant idéalisée se transforme en illusion. La frustration monte et les émotions s'entremêlent. Le directeur des études de l'école des mines, Gilbert Freda, ayant remarqué cette différence de traitement, lui conseille alors de s'orienter vers les anglo-saxons. Cette même année, il reçoit une bourse pour passer le MBA de l'INSEAD. En 1988, à 26 ans, il obtient son MBA à la prestigieuse INSEAD à Fontainebleau, véritable usine à grand patron, et rejoint le cabinet McKinsey. En 1989, il prend une année sabbatique pour suivre le programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale à Washington, D.C. C'est aussi là qu'il rencontre Annette, une Afro-Américaine de Pennsylvanie qui deviendra sa femme. Il retourne sur McKinsey en 1990, d'abord à New York, puis à Paris. En décembre 1993, le premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié lui succèdent. En avril 1994, à la demande du président Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam accepte, à l'âge de 31 ans, le poste de directeur général de la direction et le contrôle des grands travaux DCGT, devenu le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET-TD, en 1996, à Abidjan, organisme de développement des infrastructures et de conseil économique. Les premiers mois étaient difficiles après sa prise de fonction. J'ai été nommé en Côte d'Ivoire en 1994. Mon premier job de directeur général, j'avais 31 ans et le ministre des Finances, à la fin de mon entretien, il m'a dit bon, on a oublié de te dire, c'était en avril 1994, il me dit on n'a payé aucun salaire depuis octobre, donc tes 4000 employés ils ne sont pas payés, il me dit bonne chance. Donc mon premier, et il me dit on peut payer personne avant octobre prochain. Donc mon premier rôle de directeur général, c'était de diriger une entreprise qui ne payait pas de salaire. À ce poste, il doit gérer les lourdes conséquences de la dévaluation de 50% du franc CFA au début de l'année 1994 et assure également des négociations avec le FMI et la Banque mondiale alors que la situation financière du pays est très dégradée. Il faut tout revoir, les salaires, les tarifs de l'eau, de l'électricité, etc. Son rôle le plaçait au cœur de beaucoup de ces discussions. Il lui faut donc trouver des solutions à plusieurs défis. Moi, j'ai été responsable du développement des routes en Côte d'Ivoire. C'est toujours la même histoire. Les experts de la Banque mondiale vous disent mais on ne peut pas financer cette route. Pourquoi? Parce que les études de trafic disent qu'il n'y a pas assez de trafic. Ah oui, mais la route n'est pas bitumée. Donc la raison pour laquelle ce tronçon de 60 km, il n'y a pas de trafic, c'est parce qu'il faut 8 heures pour faire les 60 km. Je vous promets, si vous mettez une route, il y aura du trafic. Et j'ai vraiment vécu, Dieu merci, cette expérience plusieurs fois, des années après, ayant construit la route, ramenant l'expert qui avait refusé de financer la route et lui montrant les 15 villages,
la bière coulant à flot, l'électricité, les champs, les récoltes, les camions. Non, bon, ben voilà, c'est ça le développement. Mais il faut amorcer la pompe, il faut de l'investissement, il faut des infrastructures. Et le reste suit. Dans son équipe, Tidjane Thiam embauche de jeunes Ivoiriens qui remplacent peu à peu la majorité d'expatriés français. Il lance des privatisations ou des partenariats publics-privés sur l'eau. L'électricité, les télécommunications, l'aéroport, les bus, des ponts à péage, etc. Thiam est nommé au bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI, ancien parti unique toujours au pouvoir en octobre 1996. En août 1998, en plus de ses fonctions au BNETD, dont il devient président, Tidjane Thiam est formellement intégré au gouvernement comme ministre du Plan et du Développement. Il met en œuvre plusieurs projets, notamment la centrale électrique d'Azito, la rénovation de l'aéroport d'Abidjan et la construction du pont à péage Riviera-Marcory. Un an après sa nomination, un coup d'État vient stopper brutalement sa carrière ministérielle. Le 24 décembre 1999, des militaires prennent le pouvoir. Tidjane Thiam, lui, est aux États-Unis dans sa belle famille. Une semaine après avoir intégré le Dream Cabinet du club des 100 Global Leaders, créé sous l'égide du World Economic Forum, le monde s'écroule sous ses pieds. Il est aussitôt confronté à des choix. Rester à l'étranger ou rentrer en Côte d'Ivoire. Avec son passeport français hérité de son père, il aurait pu ne jamais rentrer. Le choix était difficile, mais finalement audacieux. Il rentre donc à Abidjan, seul sans sa femme et ses deux fils, alors âgés de 4 et 6 ans. Après son refus de rejoindre le gouvernement militaire le 6 janvier 2000, il passe la main à son successeur et parvient à quitter le pays. Arrivé en France, Tidjane Thiam se retrouve sans emploi pendant 5 mois. En mai 2000, il rejoint finalement McKinsey en tant qu'associé, participant ainsi à la direction du département institutions financières de la société. Peu de temps après, il est approché par un chasseur de tête qui lui propose de rejoindre le milieu de l'assurance en Angleterre. Il n'a pas vraiment l'intention de partir, mais il est intrigué par ces Anglais, prêts à embaucher un grand noir comme lui. C'est ainsi qu'en 2002, il rejoint Aviva. D'abord comme directeur de la stratégie et du développement des groupes aux États-Unis et en Asie. 4 ans après, il prend la responsabilité des opérations internationales et d'Aviva Europe. Et enfin, il devient directeur général, siégeant au conseil d'administration de l'entreprise. Quelques mois plus tard, Prudential, le principal concurrent d'Aviva, décide de l'embaucher comme directeur financier. Mais de septembre 2007 à avril 2008, une clause de non-concurrence lui interdit d'aller travailler. Peu de temps après, il quitte Aviva en septembre 2007 pour devenir directeur financier de la compagnie d'assurance britannique Prudential. En mars 2009, Tidjane Thiam est nommé directeur général et devient le CEO de 28 000 employés. C'est ainsi que Tidjane Thiam devient ainsi le premier dirigeant noir d'une entreprise du FTSE, 100 entreprises britanniques les mieux capitalisées cotées à la bourse de Londres. Prudential lance alors une offre de rachat sur AIA, la branche asiatique de l'assureur américain AIG, très durement touchée par la crise. Une bataille boursière s'ensuit, tandis que certains investisseurs jugent excessif le prix de 35,5 milliards de dollars offert par Prudential. L'opération finit par échouer, après le rejet par le conseil d'administration d'AIG d'une offre revue à la baisse. Il refuse de démissionner, soutenant n'avoir commis aucune erreur. AIA est par la suite introduit à la bourse de Hong Kong et sa valorisation monte rapidement au-delà du prix proposé initialement par Prudential. Tidjane Thiam fait l'objet de vives critiques personnelles après cet échec, en raison notamment des coûts engagés par la société pour le lancement de cette opération avortée. Il est cependant réélu directeur général lors de l'Assemblée générale de mai 2011, avec 99,3% des voix. Depuis lors, la performance de la société ne semble pas avoir eu à souffrir de cet épisode. Sur les 9 premiers mois de 2011, Prudential affiche un profit sur les nouveaux contrats en hausse de 14% par rapport au chiffre de 2010 à la même période, tandis que le chiffre d'affaires total de l'assurance progresse de 10%. In 2002, I went to see Richard Harvey, who was then CEO of Aviva. I told him to buy Prudential. He told me why. I said, because of Prudential Asia. He said, how much money do they make? I said, 65 million pounds. And he laughed. And he told me, we make more money in Liverpool. Which was true, right? 2008, I went to Prudential. When I left, probably they were making 1.5 billion or something like that in Asia.
That's 02 to 15. So if you take a longer term perspective to Asia, you can get a few things. Le succès de la stratégie de management de présidentiel va lui permettre de gagner en 2013 le Grand Prix de l'économie décerné par les Échos. En juillet 2015, il est nommé directeur général de Crédit Suisse en remplacement de l'américain Brady Dougan. Les nouveaux challenges ne se font pas attendre. 5 mois après la prise de fonction, la nouvelle stratégie est annoncée et claire. Devenir leader dans la gestion des fortunes. La banque s'organise en structure régionale pour ses activités de gestion de fortune avec des unités de banque d'investissement. La restructuration sera profonde avec une réduction de coûts nets de 2 milliards de dollars. En 2018, lors de la journée d'investissement de Crédit Suisse, Thiam est acculé pour nommer un responsable de la gestion de fortune, ce qu'il n'a pas du tout jugé nécessaire. Après 3 années de restructuration profonde, il parvient à redresser la banque avec un retour à la rentabilité. Ce succès de la stratégie va lui valoir le prix de banquier de l'année 2018 remis par Euromoney. Seulement en septembre 2019, l'affaire d'espionnage de Iqbal Khan, l'ancien patron d'une division de la banque suisse, vient secouer le mandat de Thiam. Tidjane Thiam aurait embauché des détectives pour le surveiller afin de l'éviter qu'il amène des employés avec lui dans une entreprise rivale. Toutefois, une enquête montre que Thiam n'avait pas autorisé la surveillance et n'était pas au courant. En 2019, l'affaire fait scandale et Tidjane Thiam est forcé à la démission en février 2020. 2 mois après sa démission du Crédit Suisse, Thiam est approché par le président sud-africain qui est président en exercice de l'Union africaine pour mobiliser un soutien économique au niveau international pour aider les pays africains à faire face à la pandémie de Covid-19. En novembre 2020, le banquier ivoirien est nommé par le gouvernement rwandais à la tête du conseil d'administration du Rwanda Finance Limited. Bien avant novembre, Tidjane servait déjà au conseil d'administration de Kering depuis juin 2020. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2013. Après avoir passé 20 années en France et aux États-Unis, Tidjane Thiam retourne en Côte d'Ivoire le 8 août 2022. Il est reçu par l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, à Abidjan le 8 août 2022, puis à Douakourou par l'ex-chef d'État Henri Konan Bédié le lendemain. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, depuis 1994, maire le 1er août 2023. Un 8e congrès extraordinaire est organisé en décembre 2023 pour élire un remplaçant et Tidjane Thiam est candidat à la présidence. Plus de 50 des 63 députés du PDCI ainsi que les chefferies traditionnelles Akan apportent leur soutien à Thiam, qui est considéré comme le favori du scrutin. Le 22 décembre 2023, Tidjane Thiam est élu avec 87,5% des voix comme dirigeant du PDCI lors d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro. À présent commence pour Tidjane Thiam la conquête du pouvoir suprême ivoirien. Merci et à la prochaine.